Coucou, c'est Tata Nexua et aujourd'hui on va parler de la saga La Noxiance écrite par Guillaume Guégan chez Livresque Éditions. La Noxiance, c'est quoi ? Je suis habillée dans le thème du roman, vous verrez pourquoi en lisant cette saga qui se divise en cycles. Pour le moment, on va s'intéresser au cycle 1 puisque c'est celui qui est sorti, à l'exception du tome 4. Donc, nous allons chroniquer 3 tomes aujourd'hui. Le tome 1, Le pouvoir ancestral. Le tome 2, Les gouttes de cristal. Et enfin le tome 3, Le jour des ténèbres. Mais tout d'abord, le résumé du tome 1. Un individu appelé l'émissaire dessine un à un les doyens des sorciers. Ces derniers veillaient jusqu'alors sur le pouvoir ancestral, jadis divisé en 7 fragments. Le gouvernement magique est en alerte maximale car les seuls mages capables de stopper l'ennemi sont 3 adolescents de 17 ans. Tyler, Sam et Jarod, ainsi qu'une jeune vampire, Morsana, restée au château de ses parents depuis sa plus tendre enfance. Qui les a désignés ? Pourquoi a-t-on choisi des gardiens si peu expérimentés alors qu'il existe de bien meilleurs sorciers ? D'autant plus qu'ils doivent gérer les tourments du début de leur vie d'adulte. Cependant, une autre question demeure sans réponse. Qui est le démon qui se cache dans l'ombre de l'émissaire en attendant son heure ? Intéressant, et encore, vous ne savez pas ce qui vous attend. J'ai donc demandé à l'auteur de me raconter la genèse de la Noxiance. Il était une fois. L'enfance de Guillaume Guégan a été bercée par différentes œuvres qui ont grandement influencé son univers. Harry Potter pour la noblesse de la magie, les règles qui régissent une œuvre et également la cohérence des personnages. Et Kingdom Hearts pour l'ambition qu'on doit fournir pour ses écrits, l'art d'évoquer des symboles et de présenter un scénario de plus en plus complexe mais crédible. Ce sont ses principales sources de motivation. Il précise également qu'il nourrit une passion pour les antagonistes. C'est donc avec ce background qu'il a pensé à un univers dans lequel il pourrait s'épanouir. Il écrit depuis l'âge de 12 ans. Il avait donc déjà pas mal d'histoires de côté. L'année de son bac, il a écrit la première version du pouvoir ancestral. C'était un OS magique à l'issue duquel les sorciers révélaient leur existence aux humains. Mais il n'a jamais réussi à se cantonner au roman unique. Ah, comme je le comprends. Il a commencé à s'imaginer un après, une suite et surtout des conséquences, songeant à divers embranchements qu'il pourrait développer. Un jour, alors qu'il prenait des notes sur les 3 tomes qu'il voulait proposer, une idée lui est venue. Jamais il n'avait été frappé à ce point par une de ses idées. Et si ces 3 tomes n'étaient que la partie immergée de l'iceberg ? Et si, dans l'ombre, des antagonistes s'organisaient pour mener à bien une mission connue de seuls ? L'année précédente, il avait écrit une sorte de chasse au trésor dans différents monuments du monde. Il pouvait donc l'inclure dans son univers. Ce serait donc le cycle 3. Et s'il s'inspirait du jeu qu'il avait inventé gamin ? L'histoire d'un héros un peu dépassé dans une ville fictive. Le cycle 2 était né. Il a commencé ensuite à créer des ponts entre ces cycles. Des personnages, bien sûr, des intrigues, évidemment. Mais surtout des conséquences, des règles magiques, une haine croissante entre les sorciers et les humains, un fond qu'il se devait d'enrichir pour proposer 3 cycles variés avec des personnages différents, mais en gardant toujours des connexions entre eux. 3 cycles qui mèneraient vers le cycle 4, le grand final. Même s'il voulait que l'histoire se passe en grande partie sur Terre, il souhaitait utiliser d'autres mondes. Il a donc créé le principal, l'entremonde, ou Entera. J'espère qu'il va pas trop me frapper parce que je ne sais pas prononcer ce nom. Littéralement le monde entre les autres. Il a développé son histoire, ses grandes dates qui remontent très loin, sa géographie, ses règles, les problématiques, ses personnages historiques. Il a imaginé son plus lointain passé et aussi son plus lointain futur. Il a repris des créatures connues, les elfes, les nains, les fées, les dragons, les vampires, et il en a créé d'autres. Les Ulfites, les Insectors, les Kurkrok, les Voldeurs. Puis il a pensé aux autres mondes, certains plus importants que d'autres. L'intrigue de fond était née. Chaque cycle devait faire avancer son histoire tout en proposant un arc complet. Il fallait lui trouver un nom, la Noxiance. Intriguant, et encore, attendez de savoir la suite. Et maintenant, mes chroniques. Ce sera la note de 3,8 sur 5 pour ce premier tome.
Pour la couverture, signée Thibaut Bennett, je suis moyennement convaincue. Bon, déjà, ce que je vois à l'arrière-plan, bon, ça me fait penser aux États-Unis, pourquoi pas, ça me plaît bien. En revanche, le type, là, devant, j'ai envie de le pousser du haut du building. Hein, ça représentera peut-être une scène, hein, mon côté subjectif prend malheureusement un peu le dessus. J'aime pas ce type. Bon, objectivement parlant, quand on voit l'effet autour de son poignet gauche, ça nous ramène à la magie, hein, et j'aime les grosses montres. Allez, c'est parti pour 338 pages de magie, de « Oh non !» qui vont se succéder. L'auteur dédicace le livre à ses personnages pour ce qui va leur faire endurer. J'ai trouvé ça assez amusant. À Tyler, Morsana, Sam, Jarod. Effectivement, il a bien fait. Allez, un peu de sérieux, sans spoiler, on découvre le quotidien de 3 ados sorciers, Jarod, Tyler et Sam, et leurs familles respectives. Si vous avez aimé Harry Potter, vous adorerez le pouvoir ancestral. Je suis moi-même grande lectrice de J.K. Rowling et ce pavé m'a laissé un peu sur ma faim. Et 300 et quelques pages, ça se lit en 2 heures, je l'avais déjà fini. Bon, par ça, comme le résumé l'indique, et comme vous le verrez dès les premières lignes, des doyens, des sorciers assez anciens tombent. Mais quand je dis tombe, c'est genre raid mort, hein. Pas de building aussi, désespoir, il y a des personnes qui sautent d'un building. Bon, évidemment, il faut trouver une solution à tout ça. Ce que j'ai apprécié, c'est le fait que les chapitres s'enchaînent de manière très correcte, et aussi qu'on avait les dates. J'adore les dates. On pouvait donc suivre les aventures d'un point de vue omniscient de tous les protagonistes, c'est un mode que j'apprécie, hein, comme le temps choisi aussi du récit. Le titre des chapitres sont très bien choisis et vous permettent en quelques mots de comprendre ce qui va se passer. Genre, identité révélée. Je vais juste spoiler un truc que j'ai apprécié, ce sont les termes pour les noms magiques, les homo sapiens. Je trouve ça assez drôle. On est plongé dans un univers magique avec des mots inventés, des sorts, qui rappellent un peu les termes d'Harry Potter avec ses amis, quand ils apprennent à l'école en fait des sortilèges, j'étais complètement dedans. Ça me fait toujours autant rire quand j'essaie de reproduire et que ça marche pas. Mais c'est vrai que le Wingardium Leviosa, ça marche toujours pas. Vous trouverez un beau panel de couples, j'ai été un petit peu déçue de la mise en arrière-plan des personnages féminins, hein. Parce que bon, même si on lit les notes de Morsana tout du long, ce ne sont que des notes. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Il faudra lire le tome. Les passages préférés, il y en a eu 2 que j'ai sélectionnés. Déjà celui de la page 101. Il secoua la tête pour se ressaisir. Il n'arrivait pas à croire qu'un garçon aussi beau et riche s'intéresse à lui. De son côté, Tyler aimait la fragilité apparente de Max tout autant que son physique. Il désirait ardemment apprendre à le connaître pour cerner quel genre de garçon il était. J'ai choisi ce passage, déjà parce que ça nous informe un petit peu sur un couple, déjà, et aussi parce que Max, moi je l'ai bien aimé, Max, Tyler aussi. Aussi celui de la page 290. Je m'interroge. Cherchait-on à m'éloigner? Suis-je tellement incapable que l'on préfère me mettre à l'écart en me persuadant de l'existence de ma destinée? Parce que je suis une femme? Ou parce que je suis une vampire? Pour les 2 raisons peut-être, je vois le mal partout. Non, Morsana, tu ne vois pas le mal partout, c'est exactement ça. Hein, tu es une femme, tu es une vampire, donc pour l'instant, tu n'as pas le droit à beaucoup de scènes intéressantes. Non, je chipote, hein, mais bon, heureusement que le tome 2 arrive bientôt. Alors, reprenons les points positifs. L'univers, même s'il aurait pu en mettre encore plus, hein, dans les prochains tomes peut-être, entre la Terre, l'entremonde, les quelque part, oui, il faut pas non plus que je spoile trop, hein, les formules, les notes de la vampire, les us et coutumes, j'ai adoré, c'est un énorme waouh quand même pour l'univers. Les chapitres qui s'enchaînent et d'une longueur justifiée. En plus. Ça fera un petit peu écho à la vidéo que j'ai faite cette semaine concernant la longueur des chapitres. À partir du moment où c'est justifié, là, ça l'est complètement. Les titres des chapitres bien choisis. Les décors des chapitres en rapport avec la couverture. Hein. Il y a encore un graphiste qui a bien bossé. En effet, vous pouvez trouver un certain voile au début des chapitres comme celui-ci. La plume de l'auteur. La description des affrontements, j'ai trouvé ça effectivement très bien écrit. Le sorcier-man, vous verrez pourquoi, mais j'ai bien aimé en fait ce petit clin d'œil. Les points négatifs, l'absence de Morsana. Voilà, je suis un peu vêtue comme une vampire, hein. Bon, il me manque encore l'écrou, mais voilà. Elle est où Morsana? Mais elle n'est pas encore là. Et bordel, on me l'annonce, je m'attendais à voir une putain de vampire. Oui, je sais, ça fait 2 gros mots dans la phrase. C'est le matin. On a des notes et un tout petit truc sur elle. Oui, ça va de pair avec le point suivant. Où sont les femmes?
Ouais, une grosse déception en termes de présence féminine. Ok, c'est le tome 1. Visiblement, vu le titre du tome 2, les gouttes de cristal, avec en plus une image de Morsana, on se dit que voilà, c'est annoncé qu'il y aura une bande de 3 mecs, mais quand même, les fans du bouquin sont trop mis à l'arrière pour moi. Du coup, j'ai mis un certain temps pour rentrer dans l'histoire, et une partie de mon cerveau me gueulait « Et Morsana, quand est-ce qu'elle arrive ?» La longueur, trop court, j'aurais aimé plus de détails, mais bon, il n'y a pas de point perdu étant donné que c'est le tome 1, mais voilà, c'est un peu plus de choses à manger. C'est assez prévisible aussi. En bref, une bonne lecture de fantastique, on nous annonce du 100% fantastique d'ailleurs, on attend de la sorcellerie, on en a. Et maintenant je vais enchaîner avec la chronique du tome 2. Tout d'abord, le résumé du tome 2. Les ténèbres ont frappé. Désormais, la vie des gardiens ne sera plus jamais la même. Mais le temps presse, ils ne peuvent pas se décourager. Non seulement ils doivent gérer les conséquences désastreuses de l'attaque sur New York, mais en plus, ils doivent faire face à un ennemi redoutable qui a recouvré toute sa puissance. Or, l'ennemi s'est mis en quête de s'approprier les livres des sorciers qui contiennent tout leur savoir. Mais dans quel but? Les gardiens vont devoir libérer Morsana afin de mener à terme la mission que les doyens leur avaient confiée. Laquelle? Et pourquoi la vampire porte-t-elle une goutte de cristal autour de son cou? Découvrez le 2e chapitre de la Noxiance et voyagez aux confins de l'entremonde. Ce sera la note de 4 sur 5 pour ce tome 2, c'est une bien belle évolution. Pour la couverture, signée encore une fois Thibaut Bennett, j'aime beaucoup mieux que le tome 1. On remarque Morsana déjà, et sans qu'elle soit trop présente. Il y a des chauves-souris, je ne spoilerai pas, mais il y a un raccord dans le texte. Une lune, et les tons des couleurs, ça tend vers le froid, le glacé, le vampirique. J'adore. 448 pages, oui, il y en a un peu plus à manger. Même si c'est plus que le premier, j'en ressors encore un peu non rassasié. Il y a de plus en plus de choses, bien, et du potentiel incroyable, et c'est beaucoup mieux développé. L'univers, les persos secondaires, les intrigues multiples, le côté policier. Alors là, franchement, j'ai vraiment adoré ce tome. Passons à ce qu'il y a, ou n'a pas, dans ce tome. Déjà, je le trouve bien mieux construit. Moins de temps mort, il y a plus de descriptions de l'univers, les autres chapitres sont juste trop bien. J'adore en fait quand, entre des chapitres, on peut se poser, on découvre encore plus l'univers. Là par exemple, c'est à travers des extraits de certains livres, j'ai pas non plus envie de trop vous en dire, mais j'adore parce qu'on découvre en fait l'univers, c'est un peu comme si on découvrait les fiches en fait de l'auteur. Moi je trouve ça génial. Et voilà ce que j'attendais quand même, une digne suite du pouvoir ancestral. Car, passé la surprise du tome 1, il faut innover, et avec les extraits, on découvre dans un ordre plus ou moins chronologique, et c'est trop bien. Les gardiens vont partir à la recherche de Morsana, qui possède une goutte. On a plusieurs intrigues qui s'entremêlent, un certain Derek dont tout le monde doit se méfier, mais pour Elena, non, c'est juste un beau mec. Ouais, petite déception. Des meurtres de sorciers, des révélations, la quête, quand même, c'est quand même un petit peu le but de tout ça, des gouttes qui vont nous mener dans l'entremonde à la recherche de choses tout aussi palpitantes les unes que les autres. Même si j'ai eu ma préférence pour la maison d'Alzar. Vous ne voyez pas pourquoi? Pas du tout de quoi on parle. Dans ce tome, les persos secondaires, les démons entrent en scène et ne sont plus passifs. Et ça, j'ai un petit peu aimé aussi. On entre enfin dans le vif du sujet. Concernant la fin, il y a un truc qui restait assez imprévisible, donc c'est plutôt bien. Pour Sam, j'ai dit « What ?» Pour Jarod, j'ai dit « Ouais, mais attends, sa chimère, c'est un phénix, Voilà, un phénix, qu'est-ce qu'on dit du phénix? J'ai rien dit. Et puis Tyler, voilà. Morsana, j'ai dit « Bon, tu vas te bouger un peu, t'es encore un petit peu à la traîne. » La note de l'auteur au début est top, il y a enfin un peu d'humour entre les lignes, j'ai apprécié, moi j'adore l'humour justement, j'adore rire en fait quand je lis une histoire, car avant tout était un petit peu trop pris au sérieux, et quand c'est trop sérieux, bon voilà quoi. Au bout d'un moment on a besoin un petit peu de rigoler aussi. Donc déjà, bravo. Les passages préférés, il y en a un peu plus que le premier, j'en lirai uniquement 2 puisque j'ai vraiment trop peur en fait de spoiler cette saga. Il y a trop de choses en fait parfaites. Page 17. Mi-dragon, mi-homme, le corps voûté du dragon millénaire était recouvert de fines écailles verdâtres, presque iridescentes, selon l'angle de la lumière. 2 jambes arquées apparaissaient au bras d'une longue robe noire au tissu très fin, ornée d'un liseré d'or. 2 mains squelettiques, dotées de griffes tranchantes, dépassaient d'une cape très longue, presque vaporeuse. Une queue hérissée d'épines balayait le sol, le plus effrayant restait son visage.
Oui, j'ai choisi cet extrait pour mon amour des dragons. C'est extrêmement bien décrit, on s'imagine tout de suite en fait de quoi on parle, j'adore. Et aussi la page 279. Tous discutaient en se goinfrant de fruits, de bonbons, de viande saignante et de vin. Sam et Jarod furent étonnés de voir les vampires déguster autre chose que du sang, mais Morsana leur apprit que ses semblables dégustaient ces mets uniquement pour leur goût, dont ils étaient férus, car, en tant qu'être mort, ils n'avaient pas besoin de se nourrir sauf de sang. Et maintenant, les points positifs et négatifs. Les points positifs. Morsana entre en scène. Pas de temps mort. Des révélations qui arrivent souvent, qui font rebondir du coup le récit, donc on n'arrive pas à décoller, en fait, c'est très attractif. La plume de l'auteur, encore plus affûtée que dans le premier, pour mon plus grand plaisir. Les chapitres qui s'enchaînent, les titres qui vont toujours très bien. La couverture, les décors intérieurs, j'adore cet effet voile qu'on retrouve. Merci le graphiste. Je le mets ici car j'aime beaucoup, comme dans le premier, suivre jour après jour ce qui se passe, que ce soit les héros ou les autres personnages, secondaires, récurrents ou autres, ça j'aime beaucoup. Mais il y a aussi également des points négatifs. Il y a toujours ou presque une absence de personnages féminins forts. Morsana m'a un petit peu déçue en fait. J'en attendais beaucoup plus, faut dire, depuis le temps qu'on me parle de Morsana, là pour le coup mes exigences étaient peut-être un petit peu trop élevées. La longueur, je veux manger du pavé, un pavé qui me rassasie. C'est un petit peu court encore. J'aurais bien aimé des cartes, des dessins, des petits trucs dedans en fait. Ça me manque un petit peu en fait de pouvoir imaginer tout ça. Et j'ai encore tapé le micro. En bref, c'est encore mieux que le 1, et ce n'est pas chose facile de surprendre ses lecteurs. Sans temps mort, comme ce tome 2, passons à la chronique du tome 3. Ce sera 4 sur 5 pour ce roman de 343 pages. Je vais vous lire dès à présent le résumé, et cette fois-ci je vais quand même vous montrer un petit peu le livre quand même. On est encore sur du 100% fantastique, comme dans les deux autres tomes. Il y a toujours l'effet voile au début de chaque chapitre. Et donc, le résumé. Tandis que Sam est de retour, pour ceux qui n'ont pas envie d'être spoilés, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. D'étranges événements se produisent, un géant attaque le château de Morsana, une boule de feu déchire le ciel de l'entremonde, et les anges envoient un allié très spécial à Solaria. Le démon millénaire n'a jamais été aussi près d'accomplir son objectif. Mais quel est-il réellement? Qui pourra l'empêcher d'activer le sceau? Et surtout, qui pourra sauver les mondes? Oui, on comprend tout de suite où on va mettre les pieds. J'adore les teintes, j'adore la représentation, un très beau boulot du graphiste encore une fois de Thibaut Binette chez Livresque Édition. J'aime beaucoup parce que c'est à la limite en fait un petit peu de l'effondrement des mondes, des couleurs un peu cuivrées comme ça, c'est assez plaisant. Attention, je préviens d'avance que cette chronique risque un petit peu de vous spoiler. J'ai encore plus d'exigences pour ce tome 3 car j'avais quand même adoré le 2, mais il me manquait encore un petit twist. Il me le manque encore, mais faut avouer que je suis tellement excitée en admiration devant les petits extraits des livres des sorciers. Enfin, oui, il y a pas mal de petits extraits avec que des extraits. L'auteur joue sur ma frustration, que je dépasse en fait tout ça. J'adore quand on développe un univers, ça prend du sens, on est plongé dans quelque chose, c'est magnifique. Donc, découvrir des fragments des livres des sorciers entre chapitres, c'est génial. Je l'avais déjà dit en plus avant, et je sais que je radote. C'est comme si l'auteur nous partageait ses fiches. Alors oui, ok, vous voulez sûrement savoir autre chose. Bon, même si Morsana est trop molle, trop en retrait à mon goût encore, on en parle, mais c'est difficile, sans spoiler en fait. Les autres, c'est encore dans leur jus. Il y a toujours les sortilèges, il y a l'attaque, il y a des trahisons, il y a des révélations, et quand on est dedans, on ne peut pas décrocher, et c'est ce que j'attends d'une histoire. La silhouette que l'on suit depuis le tome 1, le tome 2, va enfin être révélée dans le tome 3. Oui, enfin. Il y a aussi des petites choses concernant Paolo qui m'ont fait sourire et qui après m'ont un petit peu dégoûté aussi. Bon, c'est le personnage qui veut ça. J'ai quand même pas mal de passages préférés. Il y en a eu beaucoup, donc j'ai dû trier. J'en ai encore sélectionné 2. Je me suis dit, dans la continuité de tome 1 et de tome 2, on va en sélectionner 2. En revanche, dans la chronique détaillée de l'auteur, je pense que je me suis un petit peu lâchée. Page 24. Shanna m'embrassa une nouvelle fois avant que je ne quitte le manoir, triste, abattue, comme si je venais de combattre un adversaire féroce. J'avais ressenti l'absence de Neri. Je n'arrivais pas à me convaincre que les démons aient fini par l'assassiner. Mes pensées s'orientèrent ensuite vers mes amis. Eux aussi, on me les avait pris. La prophétie désignait 4 gardiens pour s'attaquer à Malerius. Morsana et moi, comment pouvions-nous espérer l'emporter? Dépité, je filai à Manhattan.
J'adore ce passage, parce que c'est bien écrit, il y a de l'émotion. Alors pour ceux qui ne voulaient pas être spoilés, je vous avais quand même prévenu, hein, parce qu'on nous annonce quand même qu'ils sont plus que 2, alors qu'ils sont censés être 4 pour accomplir la prophétie. J'aime bien, parce que dans les prophéties, quand on nous dit qu'il faut qu'ils soient 4, eh ben ils seront 4. Là, il faut qu'ils soient 4, ils sont plus que 2. Donc automatiquement, il va y avoir des aventures, il va y avoir une intrigue, il va falloir qu'on récupère quand même les 2 manquants. Je dis ça comme ça. Et c'est pareil, on est toujours à New York. On parle de Manhattan, la couverture aussi sert très bien l'histoire, donc j'aime bien ce passage. Et il y a également aussi la page 258. Il faut le faire sortir, c'est trop petit pour combattre ici. Oui, c'est un petit peu con. Ce n'est pas non plus un passage préféré comme tous les autres, mais ça m'a fait sourire. Et j'aime bien en fait quand je souris en lisant un bouquin, hein, tout de suite, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que ça m'a rappelé les jeux de rôle. Non mais c'est vrai qu'en jeu de rôle, tout de suite, quand on voit qu'il y a seulement une case avec 2 murs, 1m50, c'est un petit peu petit quand même, on se dit non mais c'est trop petit, on va pas le combattre ici, il faut sortir, faut aller dans une plaine ou aller ailleurs. Donc voilà, petit clin d'œil pour les rôlistes comme moi, merci beaucoup. Je sais que c'était pas voulu, mais me cassez pas mon groove. Et enfin, je vais terminer sur les points positifs et les points négatifs. Les points positifs. La plume de l'auteur. C'est fluide, c'est attractif, c'est génial, franchement, vous ne serez jamais déçus. Beaucoup d'humour. Au début, mais un petit peu moins vers la fin. Oui, d'accord, c'est la guéguerre, mais bon, moi j'aime rire. L'univers, c'est développé, c'est posé, oui, on a le temps de se poser. Merci. J'ai apprécié aussi, en tant que juriste, ayant baigné dans un monde d'enquête criminelle depuis toute petite, les détails. Merci beaucoup, c'est très réaliste, même si on est dans du fantastique, on est un petit peu raccord avec la réalité des choses qui pourraient se passer, en fait, j'aime bien. L'histoire de Stubb aussi, car ça prend un peu un tournant, on se demande ce qu'il va y avoir dans le 4, on sent qu'il va y avoir effectivement la fin, mais on est toujours dans le cycle 1, je rappelle, il va y avoir plusieurs cycles. Mais là, oui, on sent qu'il y a quelque chose. C'est beaucoup plus mature aussi que le tome 1. Les descriptions. Ah, les descriptions, mais merci, j'adore voir et découvrir des auteurs qui réussissent à décrire une scène, c'est comme un film en fait, c'est parfait. La silhouette. Bordel, la silhouette. Oui, la silhouette. Les sorts. Oui, je me prends pour Hermione, mais j'ai aucun souci avec ça. Les points négatifs. Il y en a aussi un petit peu. Je me demande si un intégral va sortir un jour, histoire que la lecture me rassasie peut-être mon cerveau. Je nie d'une carte. Ouais, vraiment. Et les livres des sorciers aussi, l'histoire de... Non, c'est pas négociable. Je sais que je vais me répéter, mais... Où sont les femmes? Je ne parle pas de la garder à vue, comprendra qui lira, mais Morsana est toujours molle à mon goût. Ouais, je sais, je suis difficile. En bref, c'est quand même une bonne suite. J'attends avec impatience le tome 4. J'ai eu la chance d'en découvrir un petit peu quelques mots, merci à l'auteur. Quand est-ce qu'il sort déjà? Comment ça dans longtemps? Comment ça dans quelques mois? Vous pouvez retrouver toutes mes chroniques sur ma page Facebook, je vous mets les liens dans la description. Voilà, c'était les chroniques de la saga La Noxiance de Guillaume Guégan chez Livresque Éditions. On se retrouve la semaine prochaine pour la présentation d'un autre ouvrage. Qui en sera l'auteur? Suspense. En attendant, soignez votre plume, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire.